Madame Gordon, Madame Félicia Gordon, je suis particulièrement flatté de- d'être amené à évoquer votre ouvrage qui a mérité donc le prix 2023 de l'évolution psychiatrique à l'unanimité du jury. Effectivement, il y a des liens à faire avec l'ouvrage dont on parlait précédemment. Enfin, il y a quand même déjà une différence assez sensible par rapport à l'auteur, si je peux me permettre. C'est-à-dire que vous êtes une historienne professionnelle et le livre le ressent, enfin, on le ressent en le lisant. Et ce n'est pas votre premier ouvrage. Hein, vous avez écrit déjà, notamment sur un médecin français, Madeleine Pelletier, livre qui n'a pas encore été traduit, mais qui le sera, je suis sûr, un jour. Et on vous considère à bon droit comme étant une spécialiste du féminisme euh, français, essentiellement français. Il y a d'autres ouvrages aussi qui sont en préparation, donc vous en direz un mot. Maintenant, enfin, pour l'instant, on va bien. Non, non, pas pour l'instant, mais enfin, à venir. Et oui. Voilà, voilà. Donc, il s'agit donc de ce livre qui est consacré à l'histoire de Constance Pascal. C'est une véritable biographie d'historienne et qui n'est pas du tout une hagiographie. Hein, c'est un ouvrage qui permet de voir la complexité du personnage et puis, qui nous replace dans un contexte finalement qui est assez méconnu, hein, ou peut-être oublié, et d'une personne. Alors, on parlait de Madeleine Pelletier, elle est contemporaine de Madeleine Pelletier, elles se sont forcément croisées, et puisqu'elles ont été reçues au même concours de l'internat des asiles, alors elles n'ont pas été en même temps dans le même hôpital, elles se sont succédées à Villevray. C'est Madeleine Pelletier a quitté Villevray quand Constance Pascal est arrivée de Péré-Vaucluse. Mais en tout cas, ça a permis non seulement de la sortir de l'ombre d'une certaine manière, ou enfin, en tout cas de mieux la faire connaître, Constance Pascal, mais aussi, alors bon, c'est peut-être un peu pompeux de dire ça, mais enfin peut-être de la faire rentrer dans le le panthéon laïque de la médecine française. Et donc, et alors c'est une histoire c'est l'histoire de Constance Pascal et puis l'histoire aussi de votre travail qui a conduit à ce livre, qui est aussi intéressant l'un que l'autre, en vérité. Je connais mieux l'histoire de Constance Pascal, puisque les livres, euh, on peut se référer aux livres, mais pourquoi et comment en êtes-vous arrivé à faire ce travail de recherche? Aussi, peut-être que vous pourrez dire un mot sur en quoi ça consiste de faire une recherche et de pouvoir collecter autant d'informations euh, dans les archives, nombre d'archives, et puis, euh, et puis aussi grâce à la rencontre que vous avez faite de la fille de Constance Pascal. Donc, si vous voulez dire un petit mot déjà en introduction, vous voulez bien. Alors, avant de dire tout ça, je voudrais quand même. On peut m'entendre? Ça va, non? Oui, c'est mieux? Oui. Euh, je voudrais d'abord remercier enfin, notre évolution scientifique. Je suis très honoré d'avoir reçu cet honneur formidable. Et puis aussi, mais il faut dire que je n'aurais jamais été récipient de ce prix sans le travail infatigable de l'histoire et mémoire de Maison Blanche les directeurs et les adhérents. Et surtout, je voudrais signaler François Simon et Michel Boucard,
et Michel Pierre ici, qui m'ont beaucoup aidé pendant tout ce trajet et qui ont trouvé aussi, un jour, ils m'ont dit, ben, il faut traduire votre livre. Ben, je dis, ben, non, on va jamais arriver à faire ça. Ils ont trouvé une traductrice, ils ont trouvé l'édition des femmes formidable qui fait la traduction. Alors, à ce moment-là, c'était pas moi, j'ai rien fait. Alors, je vous remercie tout ça. Tout ça. Et je voudrais aussi dire, à propos de Jean Rothman, que en recevant de nouvelles du prix, évidemment, j'ai vu qu'il y avait une deuxième personne qui en recevait aussi. Alors, je suis arrêté à faire commenter le livre, votre livre. Et en attendant que ça arrive, je me suis précipité à la bibliothèque de Cambridge, Cambridge Library, pour voir s'il y avait des autres textes du même auteur. Et dans la bibliothèque de criminologie, j'en ai trouvé un. Alors, euh, euh, et, et alors, il faut dire que moi, je ne connais absolument pas du tout en criminologie. Je ne connais rien. Alors, j'ai approché ce texte avec un certain, on dirait, trépidation. Mais au début, j'étais tout à fait rassuré par la belle citation qu'il a mis au début. Et c'était une citation de Shakespeare, de la pièce de la tragédie Richard II, Richard II. Et alors, je vais vous le dire. Il faut d'abord expliquer que dans la tragédie, le roi Richard a été déposé par son cousin, Bolingbroke, qui deviendra Henri IV d'Angleterre. Alors, Richard, à ce moment, se plaigne amèrement d'avoir perdu son royaume, son titre de roi et son identité. Et se regardant dans une glace, il s'étonne que son visage reflète si peu son malheur et son angoisse. Puisque ça se lit en anglais, je vais lire d'abord en anglais. My grief lies all within, and these external manner of laments are merely shadows to the unseen grief that swells with silence in the tortured soul. Et en français, mon chagrin reste tout dedans. L'aspect extérieur de mes lamentations n'est que le simulacre de l'invisible chagrin qui bouillonne en silence dans l'âme torturée. Alors, en lisant ça, je me suis rendu compte que dans un certain sens, les travaux psychiatriques de Constance Pascal et de Jacques Hoffman se croisent. Parce qu'il me semble que tous les deux se sont concentrés sur la réalité de la souffrance de ces malades. Non pas simplement une théorie Pascal parle des étiquettes qu'on mettait sur les malades. Mais de la réalité de cette souffrance est quelque chose de souvent caché ou déguisé qu'ils essayaient quand même de soulager. Et justement, dans son dernier livre, Pascal, Pascal Chagrin, l'amour et psychose de 1935, elle parle de la mémoire affective, qui est justement la mémoire directe des émotions. Serait dire, elle fait comparaison avec le temps retrouvé de Proust. Hein? Mais pour ce malade, ces, ces émotions, ce temps retrouvé est une source de souffrance plutôt que de libération. Et alors, elle a testé à la réalité de la tourmente éprouvée par ces malades et à la possibilité de changement, sinon de guérison. Alors, je peux parler un peu de projet biographique, justement, parce que pour moi, comme historienne,
faisant une biographie. Euh, Évidemment, de découvrir un peu sur la vie personnelle de Constance Pascal, pardon. Euh, Ça, d'un côté, ça jette une lumière sur les difficultés et les possibilités qui affrontaient les femmes qui entraient dans les professions jusqu'alors réservées aux hommes. Alors, je crois que ça, comme un moment féministe, c'est très, très important. Euh, et sans être une féministe dans l'arène politique, comme Madame Pelletier, parce qu'Américain a milité pour améliorer les conditions de travail et la formation des infirmières et a salué l'avancement des femmes dans sa profession. Et comme a dit Jacques Nier, d'ailleurs, elle nous, parce qu'il dit, elle nous laisse une grande démonstration du féminisme en action. Féminisme en action. Alors, moi, je trouve ça c'est très bien. Et moi, alors, en suivant son trajet, euh, en visitant tous les hôpitaux et en travaillant, moi, j'ai appris, et les hôpitaux aussi sont une espèce de monument à une certaine période historique. Alors, c'était éclairant, en quelque sorte, de voir des bâtiments énormes avec les tas de gens qu'on avait insérés là-dedans, etc. Mais et aussi de lire comment Pascal a tâché d'affronter ce monde et l'améliorer là où elle pouvait, ce qui n'était pas toujours facile. Euh, alors, alors, je me laisse continuer. Oui, oui, vous avez raison. Alors donc, il y avait eu, avant vos recherches, il y avait une thèse du docteur Barbier qui avait été publiée, et puis un article de Chazot, de Jacques Chazot, dans l'information psychiatrique, je crois. Et un certain nombre de choses. Il y a une préface aussi de la réédition de Chagrin d'amour et psychose, peut-être. Oui, c'est pas Chez l'Harmattan. Oui, Ouais. oui. Et donc qui avait été préfacé de Jacques Chazot aussi. Hein. Et alors qu'il y avait un certain nombre d'inexactitudes ou enfin, d'approximations biographiques et qui avait conduit Jeanne, donc la fille de Constance, à rédiger un article où elle s'était autorisée, alors bien après la disparition de sa mère, à révéler un certain nombre de secrets de famille et notamment sa filiation. Hein. Et je pense que c'est ça aussi qui vous avait intéressé quand vous avez commencé votre recherche. Oui, justement, parce que je me souviens que Jean Barbier, dans son étude, justement, qu'il n'a trouvé aucun renseignement, aucun détail sur la vie personnelle de Constance Pascal. C'était incroyable. Et alors, quand j'ai rencontré Jean-Fils, sa fille, m'a contacté, alors tout d'un coup, il y avait toute une archive dans sa maison de la famille. Il y avait, par exemple, son journal de guerre, ce qui est peu difficile à dire. Il y avait des chiffres, mais enfin, un trésor des détails de famille du passé de Constance Pascal. Et aussi, comment elle a sa dédication à son travail, sa dédication à sa fille, parce qu'elle voulait, parce que, parce que sa fille n'était pas légitime. Euh, alors, évidemment, elle avait beaucoup de soucis vis-à-vis de son avenir. Elle était absolument déterminée qu'elle travaille, parce que oui, oui. Et ce qui a fait, mais je crois que
détermination dans sa vie personnelle et dans sa vie psychiatrique est pareil. Donc, alors, sur le plan, je ne vais pas raconter l'histoire de Constance Pascal, hein, enfin, bon, il y a quand même un certain nombre il y a quand même un certain nombre d'étapes clés, et notamment alors sa vocation qui est née pendant son externat, hein, et puis, donc il a conduit à se diriger vers l'internat des asiles publics d'aliénés. Et alors effectivement, alors elle est d'origine roumaine et bon, le contexte familial était assez défavorable pour qu'elle fasse des études supérieures de son, de 8 ans de son père. Oui, son père n'était pas, il ne voulait pas qu'elle enfin, dans le milieu, je crois pas. Les filles n'étudiaient pas, et les garçons allaient à l'école militaire, c'est tout ça. Et alors, et elle a toujours eu beaucoup de rancune, quoi. Il a dit son frère. On n'avait pas hésité à lui donner de l'argent pour suite ses études, on l'espérait, mais bon, se battre dans la famille pour faire quoi que ce soit. Alors, effectivement, après, alors, donc, finalement le départ pour la France. La France, alors, elle avait une culture, enfin, je connaissais la langue, elle était très séduite par la culture française, et peut-être même la médecine française. Oui, oui. Et donc, elle est venue en France, comme beaucoup de ses compatriotes, puis beaucoup aussi de jeunes femmes polonaises, russes, tchèques, etc. Et elle est venue donc faire ses études à Paris. Et donc elle s'est retrouvée, alors peut-être dans le petit milieu des exilés romains parisiens, qui était quand même probablement assez mince. Et donc elle a trouvé les capacités, trouvé les moyens de finalement de- d'étudier, de payer ses études, de poursuivre ses études dans- à une époque où les femmes n'étaient pas encore tout à fait les bienvenues sur les bancs de la faculté de médecine. Bon, c'était pas comme 20 ans auparavant, mais enfin, bon, il y avait quand même encore une grande misogynie et une grande hostilité vis-à-vis des femmes. Et l'internat des hôpitaux de Paris avait été ouvert une vingtaine d'années avant aux femmes, et l'internat des hôpitaux de Paris. En revanche, l'internat des asiles était resté fermé. C'est ça. Et donc, alors, grâce au militantisme acharné de Madeleine Pelletier, les pouvoirs publics ont fini par accepter, euh, sous certaines conditions, d'ouvrir le concours aux femmes. Donc, c'est 1903, c'est ça. Donc, deux femmes se présentent, deux femmes sont reçues. Madeleine Pelletier, avec un rang meilleur que Constance Pascal. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de Madeleine Pelletier comme la première psychiatre ou la première interne. Nous oublions qu'elle, jusqu'à présent, elle oubliait qu'il y en avait une autre comme qui la suivait. Et donc, alors, les services dans lesquels ces deux internes ont été affectés recevaient pour la première fois des internes femmes, ce qui était une petite révolution quand même dans le milieu assez conservateur des asiles d'aliénés, même de ceux du département de la Seine. Donc, effectivement, Constance Pascal choisit Vaucluse, fait des rencontres, des rencontres importantes pour la suite de sa carrière, notamment le docteur Vigouroux. Alors, elle était affectée dans l'autre division, docteur Dupin. Et donc, elle a beaucoup fréquenté le service de Vigouroux et elle a trouvé matière à sa thèse. Dans sa thèse, il y a beaucoup d'observations qui ont été prises dans le service de Vigouroux, qui était responsable du service des hommes. Et donc, elle était affectée à un service de femmes. Elle a quand même fréquenté le service d'hommes, ce qui n'avait pas de soi, puisque le, le service d'hommes, la totalité du personnel affecté au service d'hommes, c'était des hommes. Médecins, évidemment, parce qu'il n'y avait pas de femmes, et puis aussi tout le personnel infirmier et service généraux. Et donc, ça a pu constituer quand même un certain et tandis que Madeleine Pelletier était à Villevra et elle a choisi un service d'homme.
le service des alcooliques. Enfin bon, en tout cas, elle a poursuivi, elle a monté à Villeport, elle a fait des rencontres aussi très importantes de Paul Sérieux, qui était un des grands personnages de la psychiatrie française de l'époque. Et puis, ensuite, Roch de Fursac, qui a succédé à Paul Sérieux, et puis Ducosté, qui était l'autre interne du service, des gens avec qui elle a travaillé plusieurs années et avec qui elle a commencé à publier. Elle a publié très tôt. Elle a publié pendant toute sa vie professionnelle, jusqu'à l'avant-dernière année de son existence. Elle a beaucoup publié. Et, et donc, alors, tandis que Madeleine Pelletier, elle, se consacrait plus à son engagement politique, Constance Pascal, elle, a décidé de se diriger vers la carrière des asiles. Jusqu'à présent, aucune femme qui s'est. Madeleine Pelletier avait raté le concours précédent. Elle n'avait pas pu se représenter pour des raisons de d'âge dépassé le concours où Constance Pascal a passé. Et elle a été reçue. Et là, ont commencé d'autres problèmes qui ont été exactement de trouver un poste. Donc, le milieu, je parle de misogynie, misonéisme, enfin, bon, donc il y avait toutes les bonnes raisons pour les établissements, et notamment les préfets, qui avaient une grande responsabilité dans les nominations qui étaient faites par le ministre. Mais les préfets étaient, dans l'ensemble, pas du tout disposés à favoriser enfin, l'arrivée des femmes dans le. Ah ouais, alors, il y a eu effectivement bon, des- des documents d'ailleurs qu'on retrouve dans les archives nationales hein, et qui montrent que le ministère était informé par le préfet que dans un département où il n'y avait jamais eu un seul médecin femme, il pouvait difficilement imaginer de nommer Constance Pascal dans l'établissement psychiatrique du département. Et, absolument. Donc, ça s'est répété à plusieurs reprises. Il y a quand même heureux, officiel, pour pouvoir garder son poste sur une société mariée, de son mari, et donc elle a pu laisser la minorisation de la femme mariée, hein, qui perdait ses droits civiques et civils, enfin en tout cas qui se voyait dans l'impossibilité notamment de diriger un établissement. Constance Pascal, bien des années après, va devenir le premier, alors on va dire au masculin, directeur médecin-chef d'un établissement psychiatrique français, à Moisselles. Une femme mariée, vraisemblablement, n'aurait pas pu obtenir ce poste, puisqu'elle n'aurait pas eu le droit d'administrer, de diriger sur un plan administratif l'établissement. Donc c'est aussi quand même la tragédie de cette vie et le fait qu'elle ne pourra pas reconnaître sa fille et ne lui avouer donc très tard. Et quoi la citation de Shakespeare là, que vous avez lue, oui, oui. Les sentiments, les choses, la souffrance ne peut pas se dire à l'extérieur, il faut la garder en soi. Et on a l'impression que c'est presque un leitmotiv pour Constance Pascal, qui fait preuve à la fois d'une extrême grande force de caractère pour affronter effectivement la souffrance, le cancer, la misogynie, les difficultés matérielles dans son service. Et dans cette vaillance qu'elle a, cette ténacité qu'elle a eue toute sa vie. Elle a écrit un peu comme elle a écrit, enfin, et, et aussi tout autant il me semble que son énergie personnelle a être formidable. Oui, oui, oui. Alors, contrairement à beaucoup de ses contemporains médecins-chefs des asiles d'accueil, il ne s'est pas contenté de gérer le quotidien et elle a pris des initiatives. Alors, elle a beaucoup publié, notamment,
elle a aussi fait publier ses internes, ce qui est quand même très important, hein, et puis aussi, elle a introduit, alors on parle de modernité, je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que la modernité évolue, mais elle a été précurseur dans plusieurs domaines de son exercice. Et donc, alors, elle a lutté contre la contention, contre le mauvais traitement, elle a, elle a favorisé l'enseignement des infirmières, hein, et c'est aussi quelque chose qui n'allait pas de soi, hein, les infirmières. Non, non, son travail avec les enfants, c'était absolument clé dans son parcours, parce que, et quand elle a quitté Chalon, elle avait fondé cette belle école en dehors de l'hôpital d'ailleurs. Et vraiment, elle a fait rentrer des enfants par toute la France qui venaient de Chalapointe, venaient ailleurs. Et puis, en quittant Chalon, on a fermé son école. Elle n'a pas survécu longtemps. Donc, c'était une école des anormaux, des enfants anormaux, c'était le terme de l'école, et qui était en fait officiellement un institut médico-pédagogique. Et donc, alors, on a dit c'est le premier de France. Oui, c'est le premier de France dans le service public. Il y avait un précédent qui était Bourneville à Vitry, et, euh, et c'est elle qui a créé le premier. Et donc, effectivement, il faut avoir quand même une détermination, une ténacité, une force de caractère, même pour un homme. Enfin, je parle de l'époque. Et, puis, elle avait, elle était un peu dans le même courant que Édouard Toulouse, qui a créé le premier service scolaire à Sainte-Anne. Euh, et quand elle était en poste, je crois, dans l'Aisne, elle a émis le souhait de créer des modalités de prise en charge des malades qui étaient hors loi de 1838. Parce que c'était, euh, c'était la règle, hein. Dans tous les établissements publics, c'était la loi de 1838 qui était appliquée. Donc, elle avait suggéré de suivre l'exemple d'Édouard Toulouse, c'est dans les années 1920, et de créer un service qui permettrait à des gens de ne pas devoir subir les formalités de la loi de 1930. Bon, il y a de multiples exemples, effectivement, qui montrent quand même qu'elle s'est préoccupée de faire évoluer le système, de faire évoluer l'institution. Et puis, un intérêt aussi marqué pour les thérapeutiques d'un côté et pour les questions de nosologie et de nosographie de l'autre. Et, et puis qui sont en fait en interrelation. Alors, elle était effectivement une de celles qui estimait que, d'abord, il fallait pas, il fallait accepter l'idée que tous les démons précoces, que certains démons précoces étaient des schizophrènes. C'est d'avoir recours à la notion de bleu lèvre de la schizophrénie et qui était lié à la curabilité, et la curabilité du malade, alors que la démence précoce, qui se voyait une sorte d'organicité, d'incurabilité, qui était vraiment mortifère. Et, alors la thérapeutique, alors, en fait, elle avait un fond une théorie biologiste, mais elle avait adopté un certain nombre d'idées freudiennes qui adaptaient. Et, et alors, elle avait inventé les séances de psychanalyse pharmacodynamique, qui sont quand même, c'est quand même une histoire extraordinaire. Et donc, elle a beaucoup pratiqué, et où elle utilisait, alors comme agent d'exploration et puis comme agent de cure, euh, tous les produits qui pouvaient faire sortir le mutique de son mutisme, faire sortir le catatonique de sa torpeur, etc., etc. Et jusqu'à la cocaïne, la psilocybine, le cannabis, le champagne. Donc, elle a publié donc, des cas, des séances de traitement qui avaient lieu notamment à Maison Blanche,
où, dans la pénombre d'une pièce isolée du reste, avec lui, Le personnage, la joie qui écrit. la joie qui guérit. Son dernier article, Oui, oui, voilà. la joie qui guérit. Et le chagrin d'amour refoulé qui est à l'origine des psychoses. Le chagrin d'amour refoulé. C'est des notions de psychiatrie dynamique, et, mais sur un fond de référence tout à fait biologique. C'est vrai. Alors, effectivement, alors avec une culture extrêmement étendue de toute la littérature psychiatrique européenne, elle avait aussi la chance de connaître plusieurs langues. Il y a lire dans le texte. Avant même peut-être qu'il ait été traduit. Oui, oui, oui. Que cette référence à la littérature est aussi un des points communs avec l'ouvrage de Jack Hockman, cet appui de la clinique dans les lettres. Il y a quelque chose qui est frappant, mais qui contraste entre les deux ouvrages, c'est à la fois vous avez pu bâtir votre autobiographie grâce à tous ces journaux, ces écrits intimes dont vous avez eu l'accès grâce à sa fille, et qui effectivement donne une dimension extrêmement intime et personnelle à sa vie. C'est vraiment, c'est assez unique. D'abord, il y a très peu de biographies de psychiatres en général. Et le fait que vous ayez accès comme ça à ces écrits intimes la rend très proche de nous. Donc c'est un effet d'identification aussi très important. Alors même qu'elle, elle a voulu s'entourer du silence et se faire oublier. Je ne veux pas m'empêcher de lire les quelques lignes de son testament qui a été écrit quelques années avant qu'elle ne meure. Euh, Mes dernières volontés, ne pas pleurer, c'est inutile. Si ce n'est pas trop cher, acheter un caveau pour nous deux dans un cimetière de campagne. Aucun frais d'enterrement. Défense absolue de parade, de corbillard, de chevaux panachés, de discours, de pleurs, couronne, rien. Rien que ma voiture qui ira vite me déposer dans le trou. N'invitez pas les soi-disant amis, je ne veux que Jeanne et toi. Bon, c'est extrêmement fort. Voilà, quelqu'un qui a voulu effectivement disparaître, n'avoir aucune homélie sur sa tombe, aucun discours de ses confrères au moment de son enterrement. Vous avez lutté contre ça d'une certaine façon aussi, contre cet oubli. Et dans ce sens, puisqu'elle a tellement publié, elle a beaucoup publié, et alors elle a dû savoir qu'on va lire ses livres. Et ça va quand même faire une certaine immortalité, enfin. Mais le fait qu'elle n'a pas voulu avoir aucune euh, pas de publication de technologie, etc. Il a la toute petite technologie déjà qui est parfaite. Et il a une qui est beaucoup plus longue que ici, donc il est formidable d'ailleurs. Mais vraiment, c'était tragique. C'est comme, parce que je ne suis pas psychiatre. Alors, mais c'est quand même discipliné pour avoir. C'était même, elle avait une certaine euh, retour à sa vie en Roumanie. Comme, elle vraiment. D'abord, elle s'est coupée de sa famille en Roumanie. Là, et à la fin, c'est comme elle veut se couper même de ses confrères, tout le monde qu'elle connaissait très bien, qui était même bon. Vraiment, c'était euh, une fin assez tragique à rapport. Mais et je ne sais pas, en grande partie, moi, je trouve que c'était pour protéger sa fille, cette histoire. Et, et aussi, elle était peut-être toujours assez
Euh, oui, sentait beaucoup d'angoisse vis-à-vis de cette relation avec mon jeune, pas avec mon jeune, mais c'est que le général ne voulait pas connaître ça. Alors ça vraiment, ça même. Alors, non, je trouve ça, ça fait un bon. C'est une expérience pour elle, et repris ça me semble mais que vous, justement, vous avez dépassé cette évolution, voire lui donner une existence face à la vie de rendage. Quand je pensais justement à cette séance aujourd'hui, je me suis dit, c'est quand même que Constance Pascal, étant donné sa situation comme femme à cette époque-là, comprendre dans les professions, euh, elle n'aurait pas pu écrire son nouveau livre, malheureusement. Alors, quand je pensais à ça, voilà, c'est ça justement une grande différence. Pas de possibilité. Alors, sa façon, son restaurant, c'était une espèce de haute vidéo. J'ai bien pour vous remercier effectivement de la très grande qualité là, de l'écriture, par l'acte qui est celui de l'ouvrage, quand même, Michel Kerr l'a dit, de mettre au premier plan ce personnage que quand même très peu de monde connaissait. Enfin, Michel Kerr, oui, mais euh, sinon, dans cette salle peut-être. C'est parce que j'ai travaillé dans le même hôpital que La Maison Blanche, oui, oui, oui. Mais moi aussi, je travaillais à la Maison Blanche, mais je vous assure que je n'avais pas entendu parler. À Hauteville, voilà. Mais oui, je pense que le travail de Felicia Gordon n'est pas étranger là, à la diffusion de, de ce parcours. Là aussi, tout à fait exceptionnel, qui parcourt aussi le champ de la psychiatrie adulte, de la psychiatrie d'enfant. C'est un des points communs avec l'ouvrage de Jacob Latt. Mais qui, sur le plan de la personnalité du personnage, du caractère, là, marque beaucoup de différences. On a quand même, enfin, vous me donnerez votre avis, on a l'impression, à la lecture de votre ouvrage, là, qui rend vraiment un parcours enfin, qui rend un portrait très sensible de Constance Pascal, l'impression d'une ténacité incroyable, d'une volonté très précoce, là, vous l'avez dit, dès son enfance en Roumanie, de son désir des études, alors que c'était pas du tout la volonté familiale, là, elle avait un destin tout tracé d'épouse chez elle, de, d'un effort permanent pour imposer son destin avec, avec effectivement plusieurs chances. C'est quelqu'un qui a écrit comme un universitaire l'aurait fait, quoi, alors qu'elle elle n'a pas un parcours universitaire, et quelqu'un qui impose ses volontés, euh, mais on a l'impression à chaque étape, dans la difficulté, dans la douleur, dans le, les, oui, oui, les difficultés répétées, avec un témoignage dont on n'a pas parlé, c'est qu'elle écrit beaucoup, elle écrit beaucoup aussi à l'administration. Et ça a le grand mérite ça a le grand mérite de rester public, ou d'être plus facilement accessible dans les archives, j'imagine. Elle écrit beaucoup à l'administration et c'est tout le temps d'une virulence où elle témoigne de la difficulté de ses conditions de travail, de la difficulté pour ses patients et les équipes soignantes, mais aussi de ses conditions de logement, en particulier peut-être après Montreuil, mais enfin dans tous les hôpitaux où elle le fait et où cette correspondance-là, elle rend sensible sa ténacité, sa volonté et ses difficultés. Et c'est vrai, enfin vous le faites valoir de façon particulière, elle le fait tout en ayant le souci permanent, constant de masquer cette difficulté de sa vie personnelle, hein, qui est la naissance de sa fille, non reconnue par le colonel Mangin, son père, qui est, enfin, pour raconter que Jeanne, pendant très longtemps, c'était son parrain. Il y a un monsieur qui venait régulièrement et qui était présenté comme son parrain. Puis qui un jour lui a révélé la paternité de ce parrain.
avec, c'est vrai, enfin, Clément l'a signalé, ce fait très paradoxal, là, comme d'une volonté d'effacement au moment de sa, enfin, sensible dans le testament, au moment de, peu avant, enfin, de son cancer, un cancer du sein qui a plus sur quelques années, et donc on sent qu'elle anticipe sa disparition du côté d'un dépassement, et il se fait très, très paradoxal que on a l'impression que tout peu de reconnaissance disparaît, là, à part ses écrits, ses publications, très nombreuses et très riches et très novatrices souvent, euh, mais avec ce paradoxe que vous disiez à d'autres points, en vous écoutant, je vous disais, il y a deux points d'amertume. Il y a la non-reconnaissance par le général Mangin de la paternité de Jeanne, et puis il y a, c'est sensible aussi dans la correspondance avec son frère en particulier, il y a ce fait qui lui est proprement insupportable que je crois que son frère aîné, en tout cas le garçon de la famille, est valorisé, favorisé, alors qu'elle, jamais aucun mérite n'est reconnu, ni à son parcours, ni à son travail, et aucun mérite matériel non plus. C'est-à-dire tout l'héritage est quasiment spolié, on pourrait dire, ou quasiment. Et là, il y a un point très extrêmement douloureux pour elle qui se fait entendre dans le courrier à son frère aussi. Et donc ce paradoxe que, en même temps, c'est vrai, oui, bon, notre agent est constant, elle pour la constance, donc on l'a entendu, c'était là. Et donc il y a ce paradoxe là, en même temps d'une aspiration à une reconnaissance au moins familiale, et puis en même temps enfin, ça surprend beaucoup à la lecture de votre ouvrage, cette volonté d'effacement à la fin, et, que, qui reste pour moi énigmatique. C'est vrai, il y a l'histoire de cet enfant, donc illégitime, comme on disait à l'époque, probablement, enfin, en tout cas, que toute sa vie, a gardé masqué, peut-être au-delà de sa disparition, mais enfin, qui pour moi garde une dimension mystérieuse, comme on disait, ce vœu d'effacement. Voilà. Enfin, peut-être donc vous avez, sur lequel vous avez pu revenir par votre travail. Quand j'ai parlé à Sophie, au sujet, elle a décrit justement cette journée de l'enterrement. Et c'était absolument affolant, mais et elle avait, à ce moment-là, elle avait 20 ans, ou peut-être 18, 20 ans. Oui. Et alors, elle, elle les a toutes seules, sauf avec la petite bagarre et et ça, ça, ça va, ça, des petits garçons, pour Jarvis, il y avait peut-être un peu le caractère de son père, qui était très enthousiaste, très ouvert. Et comme sa mère, elle avait l'intelligence de sa mère. Mais elle a raconté cette histoire sans pitié pour eux-mêmes, mais c'était absolument étonnant de raconter la journée de l'enfant. C'était affreux. Mais Pascal a eu beaucoup de joie d'avoir vu sa fille, d'avoir vu grandir. Elle a milité dans sa profession. Elle a beaucoup réussi. Alors, elle a une première mis de son frère aussi. Et, son amertume était plutôt choquante. La reconnaissance, elle là, on l'entend dans les courriers de Paul Sérieux, par exemple. Le, la constance avec laquelle le Paul Sérieux il la soutient dans tout son parcours et l'éluse de Loge qui fait un truc. Pardon, oui, Jacques Hoffman peut-être dit quelque chose. Non, On ne vous entend pas. Ouais, ouais. vous posiez une question, j'ai pas bien compris. Non, pour savoir si vous aviez quelque chose à ajouter vous-même ou une question à... C'est-à-dire, je dois reconnaître honnêtement que j'ai pas lu le livre, mais tout ce que vous venez de dire sur la personne de Constance Pascal, ça m'a beaucoup passionné. Et je vais tout de suite me précipiter pour lire ce livre. Une jeune
Jeanne a pu vivre avec sa mère Oui, parce qu'elle a été adoptée, oui. parce qu'elle a été, c'est grâce à l'adoption qu'elle a pu vivre avec sa mère. Ah, alors, quand j'en ai né, c'est- je crois qu'on m'a gardé pendant quelques mois dans une Pouponnière. mais finalement, Constance a réussi à le prendre à elle et le faire adopter dans la guise d'un orphelin de guerre. Il y en avait beaucoup à cette époque-là, mais avant, euh, il paraît que la loi, on ne pouvait adopter que les adultes. Je ne sais pas pourquoi, enfin, c'était qu'il y avait une loi, c'est bizarre. Mais après la guerre, il y avait beaucoup d'orphelins, alors il fallait s'en débarrasser. Hein. Alors, c'était beaucoup plus facile. Et à ce moment-là, le général aussi était mis comme parrain, comme adopté, si vous voulez. Alors, elle a gardé l'esprit de famille. Je trouve intéressant d'ailleurs que pour Jeanne, elle avait le sens qu'il y avait le parrain ou le père, et puis sa mère. C'est quand même une petite famille qui voyageait ensemble, etc. C'est comme ça. Il faut aussi remarquer, remercier quand même l'émission Antoinette Fouque, effectivement. Je trouve que c'est très, très important d'accueillir comme ça, dans votre champ, la vie de psychiatre. Oui. Et c'est vrai quand même que la psychiatrie est faite en majorité par des hommes bourgeois, hétérosexuels, blancs. Et plus maintenant. Donc, on peut pas, Non, en revanche, on peut pas faire plus. il faudrait quand même ajouter que une traductrice qui s'appelle Danielle Faugeras, Oui, oui. et qui a joué un rôle Aussi. important, hein, dans notre très bonne traduction. Et puis le livre a été préfacé par Chantal Potard, ici présente. Et la préface elle-même apporte beaucoup d'enseignements complémentaires. Enfin, euh, ces femmes se sont associées aux pour on arrivait à ce beau livre. Le beau livre qui en plus est illustré. Les photos du livre permettent aussi, renforcent la familiarité avec laquelle finalement on se retrouve à le, les familiers du personnage. On pourrait pouvoir l'avoir rencontré, l'avoir fait. Oui. Merci de votre livre passionnant. Euh, Constance Pascal était quand même très connue, elle avait des relations. Oui. Elle faisait intervenir Jaurès, elle faisait intervenir des gens, elle a mobilisé plusieurs fois des journalistes qui intervenaient dans la grande presse. Euh, dans les dernières années de sa vie, le jeune Georges Daubaison qui s'interrogeait sur le fait de savoir comment faire dans la recherche en psychiatrie, à qui va demander conseil, c'était Constance Pascal. Donc elle avait une surface sociale relativement record. Et puis, aujourd'hui, personne ne l'a dit. Alors la question que j'avais envie de vous demander, c'est il y a plusieurs hypothèses. Il y a effectivement l'hypothèse qui est, vous avez évoqué, que c'est du testament. C'est-à-dire que la manière dont elle a été enterrée, tout d'un coup, elle ne voulait rien. C'est le silence total. Mais il n'y a peut-être pas que ça. Il y a peut-être aussi le fait qu'elle fait partie bon, des gens qui étaient connus juste avant la guerre et après la révolution psychiatrique. Il y a une espèce de disqualification de tout ce qui s'est fait avant. Est-ce qu'elle a été, je dirais, amenée et rejetée par rapport à ce mouvement-là? Puis la troisième hypothèse, est-ce que le fait qu'elle soit une femme, elle contribue au fait qu'elle soit oubliée? Si elle avait le même travail avait été fait par un homme, les mêmes relations faites par un homme, est-ce qu'il aurait été connu? Parce que quand même, il y a un certain nombre de gens qu'on a gardé la mémoire. Bon, c'était les trois. Est-ce qu'il y a peut-être une conjonction des trois facteurs dans cette salle? Je voudrais vous demander qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, non, je trouve vraiment, parce qu'il doit avoir quand même des raisons sociales. Sa propre volonté disparaît. Elle avait quand même une réputation, beaucoup de
beaucoup d'amis, beaucoup de relations dans le monde psychiatrique, médical, etc., même politique, non? Journaliste. Donc, sans oublier, ouais, enfin, moi, je vous pose une question. Moi, je trouve son oubli vraiment extraordinaire. Ouais. Et, euh, mais c'est sans doute que la guerre a fait une bonne. Oui. Enfin, là, vous avez 4 années fatales au Pérou. Et puis les désastres dans les hôpitaux, enfin, Schon Blitz, alors, Bonsoir. Alors, merci pour ce livre que je commence à lire là, que j'ai acheté et que je vais continuer à lire ce soir. Merci beaucoup. J'ai une question pour Michel Kerr et une question pour vous. La oui, deux questions. Donc, la première, c'est peut-être à Michel Kerr, c'est est-ce que l'histoire de la psychiatrie a assez retenu ces réformateurs de l'ombre, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas été dans la grande histoire de la réforme psychiatrique, mais qui ont tenté des réformes. Je pense à papier de Pierre Chenivet sur Marandon de Montiel. Enfin, je ne parle pas beaucoup. Je pense à Philippe Pommel au livre de Bernard Durand, là, qui vient de prendre la parole, et de la manière dont ils ont voulu écrire aussi pour justement rendre hommage aussi à ces réformateurs qui ne sont pas nécessairement dans la grande histoire. Et la première question pour Michel Kerr, c'est est-ce que ça participe aussi de l'oubli, cette question de générale qui concernerait l'histoire de la psychiatrie, comme l'histoire probablement, elle emporte souvent avec elle un rapport compliqué entre la géographie de là où on a écrit les grandes batailles et puis des héros dont la personnalité ou probablement l'opportunité même de là où les rencontres, l'histoire les fait plus connaître. Et puis, deuxième question pour Félicia Gordon, c'est, moi, je craignais qu'en France, on connaisse très, très mal l'histoire de la psychiatrie anglaise. Et notamment, moi, j'étais surpris que le livre de John Connolly sur l'asile d'Anwell ne soit pas traduit en français. Et l'inventeur du no restraint. Et tout le monde me montre du doigt quelqu'un derrière moi, mais c'était quand même à vous que je parlais. Est-ce que vous-même, vous connaissez l'histoire de la psychiatrie anglaise et est-ce que vous avez perçu à quel point, voilà, il y a une méconnaissance probablement de certains personnages, disons, qui sont importants, même dans l'histoire générale en Angleterre, il y a quand même, je crois, dans les communautés, non, l'asile de Chuck, dans l'asile de, je ne sais pas le nom de la psychiatrie anglaise, mais voilà, des histoires qu'on connaît. Bethlehem. Bon, voilà, donc deux questions sur Angleterre et France et des histoires méconnues, et Michel Kerr, le réformateur inconnu. Je ne suis pas absolument sûr que ce soit une spécificité de l'histoire de la psychiatrie. Je pense que dans le domaine de la littérature, de la politique, de la science, on est confronté exactement au même processus d'effacement assez difficile à analyser, à comprendre, de personnages qui, de leur vivant, de leur temps, avaient une importance considérable. Et c'est un processus qui peut se produire de manière extrêmement rapide. Alors, effectivement, là, il y a quelques noms, Marandon de Montiel, effectivement, qui a un personnage extrêmement intéressant. Je pense que personne ne le connaît, sauf peut-être à Piedra, dans le tout petit milieu des historiens de la psychiatrie. Mais c'est des noms qui ont été retenus aujourd'hui sur un demi-siècle, par exemple. Il y en a, on pourrait les compter sur les doigts d'une main. Hein. Alors, c'est à la limite, ce qui serait presque plus curieux, c'est de comprendre pourquoi certains ont survécu à l'oubli. Enfin, c'est pour le sérieux. Alors, c'est aussi parce que peut-être qu'il avait une dimension très importante dans plusieurs domaines. Il a énormément travaillé sur l'histoire de la psychiatrie.
de l'Ancien Régime. Et puis, il a fait produire plusieurs thèses par ses élèves sur la psychiatrie de l'Ancien Régime. Donc, il a tellement combattu pour réhabiliter la psychiatrie de l'Ancien Régime que finalement, il en est resté quand même longtemps quelque chose. Et puis aussi, c'est, sa proximité avec Magnan, je trouve que ça. Constance Pascal, c'est effectivement, je pense que ce qui a beaucoup joué, c'est qu'elle a disparu juste avant la guerre. Euh, ses contemporains, je sais pas, de maison, je ne sais pas s'il en a reparlé après-guerre. Il a beaucoup publié, a beaucoup écrit, il a raconté beaucoup de choses sur sa vie professionnelle, etc. Je ne crois pas qu'il ne l'ait jamais cité. On n'aurait pas conservé donc le double de la réponse que Constance Pascal lui a fait, par exemple. On ignorerait complètement qu'il la connaissait, par exemple. Et je rajoute juste, parce que je ne veux pas trop, mais elle a voulu que ses obsèques soient faites le plus simplement possible. Je pense aussi un peu, ça renvoie un peu peut-être à son athéisme. Un athéisme qui s'est jamais exprimé en tant que tel. Et, mais elle a quand même conservé beaucoup de choses. Enfin, elle n'a pas détruit ses archives personnelles, ses carnets de guerre, hein, que je n'ai malheureusement jamais pu jusqu'à présent consulter. Mais enfin, euh, et il y a une grande partie de ce qu'elle a laissé derrière elle qui récemment ont été euh, versés par sa petite fille à l'association Histoire et Mémoire de Maison Blanche et archives qui ont été déposées à Villévra, aux archives de Villévra, donc, qui sont en attente d'exploitation et qui permettent aussi de voir que finalement, euh, elle nous a laissé des traces de ses réflexions, de ses, de ses recherches. Et elle les a laissés, enfin en tout cas, elle ne les a pas détruits, hein. Il y a quand même un certain nombre de gens qui ne veulent rien laisser derrière eux. Elle a quand même beaucoup de là, on a quand même encore beaucoup de traces. Et pour le plus grand bonheur des historiens. Donc, il y a encore certainement beaucoup. Vous pourriez peut-être faire une réédition et augmenter tout ce qu'on a pu savoir depuis. L'été, il y a pardon. Alors, comment ça fait, j'ai la plupart de la question. Non. Sur la psychiatrie, est-ce que vous connaissez? Ah, non, moi, je ne suis pas historien de la psychiatrie. Je suis historien de la psychiatrie dans accident. Alors, moi, je suis historienne l'histoire des femmes, surtout, et aussi l'histoire du féminisme. Et c'est dans ce parcours que je suis arrivée à post-pascal. Donc, je ne peux pas bien répondre à votre question, mais j'ai l'impression que l'Angleterre, peut-être comme la France, est un peu, comment dirais-je, parce que les Européens, mais on lit ses propres, euh, on connaît ses propres psychiatres et pas les autres. C'est pas parce que enfin, la psychanalyse, par exemple, est vraiment c'est international dans le sens, dans un autre sens, le sens que la psychiatrie traditionnelle. Mais, j'ai un livre que je vais vous passer le directeur du Faubourg à Cambridge, l'hôpital psychiatrique excellent. C'est le premier d'avoir ouvert l'hôpital et toutes les murs et laisser circuler les gens, etc. Alors ça, c'est tout à fait révolutionnaire. Et ça fait partie de la même, de, la même, du même mouvement qu'on commençait après la guerre, n'est-ce pas? Surtout en Italie, quoi. Ça a commencé en Italie, puis ici en France aussi, mais enfin, alors, ouais. Ouais. Bien parler à micro.
Je suis très surpris. Il y a un problème qui n'est pas une traduction. Alors, à l'époque, chez les contemporains, ils étaient très lus hein, par les médecins français. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, beaucoup de médecins anglais lisaient très bien le français et beaucoup de médecins français lisaient très bien l'anglais. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de traduction à l'époque, mais ça ne veut pas dire que les médecins français ne connaissaient pas. Même Morel, par exemple, était bizarrement, parce qu'il a été un peu plus réactif, était un grand défenseur des méthodes de Connelly, du non-restraint. Et il y avait aussi Falleret, qui connaissait. Ils visitaient respectivement leurs asiles. Enfin, je veux dire, il y avait des liens, même pas seulement par les écrits, mais qui étaient physiques. Ils se déplaçaient, ils allaient visiter, il y avait des pratiques qui étaient partagées. Donc, voilà. Après, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas un seul bouquin de Connelly qui a été traduit en français, mais il en a publié 7. Hein. Le plus connu, c'est le traitement des éliminés sur mécanique. Mais alors après, par rapport à la méconnaissance de la psychiatrie anglaise, c'est vrai que c'est assez frappant. Moi, depuis que j'ai publié 15 jours, et qu'en France, on a des références allemandes, italiennes, françaises. Et même, ça conduit, quand on parle de l'abandon de la contention, par On exemple, ne connaît pas la psychiatrie anglaise en France, c'est pas vrai. Tuke, on passera la parole après. Bah, certains la connaissent, mais ça reste assez minoritaire quand même. Voilà. Mais c'est culturel aussi. Enfin, je pense que il y a des raisons à ça aussi. Des raisons sur les échanges entre pas forcément important. Il y a peu d'historiens français de la psychiatrie qui connaissent la psychiatrie anglaise. Ça, c'est une réalité. Et il y en a. Il y en a peu. Ouais, très peu. Et ça conduit aussi à penser que tout ce qui est abolition de la contention, etc., est très récent, c'est très récent à l'échelle de l'histoire. C'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, alors que dans les faits, le vrai mouvement précurseur, il est en 1839, 40, 50, 60 au Royaume-Uni. Et il y a eu une résurgence ensuite, dans les années 1960, avec le mouvement de Community Care et toute la psychiatrie institutionnelle et l'antipsychiatrie avec Lang et Cooper. Mais eux savent, en revanche, Lang et Cooper, eux, ils savaient qu'ils s'inspiraient de Connolly et de Brown et tout ça. Mais je ne sais pas. Monsieur Hockman, vous vouliez intervenir? non, c'est-à-dire, je voulais simplement dire que la psychiatrie anglaise, quand même, est assez connue en France. Enfin, Tuke, on a dit Connolly, et que Pinel lui-même, quand il commence à écrire, se réfère au modèle anglais. Hein. C'est toute la théorie des passions d'Esquirol, tout ça, ça vient d'Angleterre. Hein. Ah, mais ils n'ont pas entendu. Non, non, mais je ne sais pas si. Vous avez le secret pour la question. La psychiatrie anglaise est connue des psychosomaticiens, c'est Maudsley, qui a écrit cette très belle phrase lorsque le chagrin ne trouve pas d'issue dans les larmes, il la trouve dans les autres organes. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et sinon, le sérieux dont tu parlais, c'est le sérieux et Capgras, c'est le même. Voilà, donc on le connaît à travers justement le fait qu'il ait laissé son nom sur un syndrome. C'est comme ça qu'on connaît un petit peu les psychiatres, c'est comme ça qu'ils sont connus, comme dans toute la médecine du reste. Alzheimer, etc. Et sinon, vous voulez revenir donc à la fin de Constance Pascal, cette fin où elle a voulu être seule, aller seule avec sa fille. Et puis d'autres personnes, non, c'est tout juste. Voilà, je me disais qu'elle avait quand même rompu les liens avec sa famille. Elle a souffert, elle a dû souffrir quand même toute sa vie, terriblement de cette rupture. Et comme s'il y avait aussi peut-être une espèce de syndrome de l'imposteur où elle a rompu avec sa famille,
elle a fait une carrière, peut-être qu'elle n'aurait pas dû faire en tant que femme à l'époque du patriarcat. Et donc là, elle voulait, à la fin, eh bien, elle oublie un petit peu tout ça. Elle retourne comme une femme seule, voilà, et avec la personne la plus importante de sa vie, sa fille. Merci. Oui, je voulais peut-être ajouter un mot sur, à l'époque, la renommée de Constance Pascal dans la psychiatrie internationale. Elle a été très reconnue à l'international par tous les psychiatres de tous les pays, hein, c'est-à-dire les Français, les Allemands, les Anglais, les Russes, les Italiens, les Espagnols, pour ses travaux notamment sur les prodromes de schizophrénie et également sur les rémissions, c'est-à-dire les, les moyens, enfin, les modalités d'évolution favorable et de guérison, hein, c'est-à-dire elle a beaucoup insisté sur le traitement possible des malades schizophrènes et c'est notamment pour cette raison-là que dans tous les pays, elle a été citée par les plus grands psychiatres et dans à peu près tous les manuels des années 1910 jusqu'aux années 30. Elle est systématiquement citée, hein, dans les passages sur les prodromes et sur les rémissions de la schizophrénie. Voilà. Et c'est surtout là-dessus qu'elle est citée. Et voilà, quand vous faites une recherche historique sur la schizophrénie, on tombe forcément sur les écrits de Constance Pascal qui détient un petit peu un statut de pionnière dans ces deux euh, dans ces deux idées-là qui sont aujourd'hui encore très importantes. On pense au programme PrEPSI, etc. Enfin, voilà, je crois que ce qu'elle a initié continue jusqu'à aujourd'hui et souvent intéresse beaucoup les étudiants qui se forment en psychiatrie. Et il y a une sorte de mystère dans le fait de saisir le moment où la schizophrénie émerge et également un mystère de savoir ce qui va pouvoir amender, ce qui va pouvoir guérir, soigner, faire diminuer les symptômes et apporter euh, un peu plus de paix aux patients. Mais Crépeline l'a cité. Oui. Euh, alors, bon, Bleuler avait sorti un premier article en 1907. En 1907, il rédige son ouvrage. Entre 1907 et 1912, où il va le sortir, il participe à beaucoup de congrès. Hein, c'est-à-dire que le vocable de schizophrénie est connu. En 1913, lorsqu'elle publie son ouvrage sur la démence précoce, effectivement, elle se base sur le travail de Kraepelin, mais lui ne travaillait pas seul. Hein, il était en contact avec tous les autres psychiatres, notamment germanophones et français. Oui, oui, bien sûr, mais en fait, par exemple, enfin, il y avait des congrès internationaux. Ils avaient l'occasion de se voir. Kaplan voyageait beaucoup. Alors, je ne sais pas s'ils se sont rencontrés, c'est possible, mais effectivement, enfin, c'est crépinant en ce sens qu'à l'époque, il y avait un consensus sur la schizophrénie, mais Constance Pascal était reconnue par tout le monde, y compris par Kraepelin, comme la spécialiste, hein, des prodromes et des rémissions, prodromes, c'est-à-dire avec une ouverture aussi sur la pédopsychiatrie. Enfin, oui, Constance, Pascal a beaucoup avait correspondance avec lui. Et puis, il l'a même invité à venir en Allemagne, à joindre son équipe, si vous voulez. Alors, oui. Alors, mais c'est justement, quelqu'un a dit qu'elle avait plusieurs langues. Ça a été quand même, elle avait enfin, l'allemand, l'allemand, le romain, le français, l'anglais, alors, et l'italien. Alors, elle était, c'était surtout une femme formidablement intelligente, hein, intellectuelle. Hein. Elle lisait, enfin, elle lisait pas simplement la psychiatrie, elle lisait enfin, la littérature, la philosophie. J'étais très,
puisque moi j'ai toujours aimé Proust, alors j'étais enchanté que je voyais qu'elle était un dévote de Proust aussi. Alors, Beaucoup Felicia Gordon, mais beaucoup Jack Hockman d'avoir participé à cette soirée. Donc les ouvrages sont disponibles voilà, à côté de la porte d'entrée. Et puis à l'an prochain pour un nouveau prix. À bientôt, merci.